Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce premier Parlons Placement de l'année. L'occasion également de vous souhaiter tous nos voeux de santé, de réussite, de bonheur bien sûr, et puis de réussite financière. C'est l'ambition de cette émission. Une émission dense, vous allez le voir, puisqu'on va s'intéresser dans la partie consacrée au marché financier, eh bien, au scénario un petit peu turbulent qu'on en est en train de vivre. On va se poser des questions historiques en compagnie de Jonathan Lévy. Deuxième partie de l'émission, les bons plans placement avec Vincent Kutkowitz, où on s'intéressera aux leviers pour améliorer le rendement de son épargne. Troisième partie avec un invité exceptionnel, en l'occurrence Bernard Lebras, le président du directoire de Suravenir, qui nous expliquera comment est-ce qu'il pilote le fonds euro Sécurité Pierre Euro. Et puis un autre invité exceptionnel, on a deux, une émission très riche, vous le voyez, pour commencer cette année, avec Shagir Manji et un point sur le fonds minéral patrimoine, comme on en fait tous les trimestres. On commence tout de suite cette première partie avec marché financier et opportunités. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Une période donc agitée depuis la fin de l'année dernière, le mois de décembre et ce mois de janvier, avec des marchés qui accusent le coup, très chahutés. On se pose une question ensemble, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un flashback? Ça vous rappelle 2008? Qu'est-ce qui s'était passé en 2008 pour ceux qui ont des souvenirs imprécis? Alors en 2008, c'est la crise des subprimes qui avait commencé en réalité à l'été 2007, juillet 2007, où le premier fonds de la BNP ferme, un fonds monétaire dynamique, monétaire qui est obligé de fermer alors qu'il était censé être liquide. C'était la crise des subprimes qui commençait sur les marchés financiers et qui a duré pendant 18-24 mois sur les marchés financiers. Et pour autant, on avait perçu en fait que l'économie réelle en France, en Europe, continuait à bien performer pendant toute cette période-là, où les marchés financiers, eux, étaient très très chahutés en fait. On avait une croissance en mode panique même. Un vrai effet de panique. Pourquoi? Parce qu'on sentait qu'il y avait un risque de crise systémique. Alors, à l'époque, c'était une inquiétude forte sur le système bancaire. Là, aujourd'hui, la nature de la crise qu'on est en train de vivre est très, très différente. Mais donc, vous employeriez ce mot de systémique au jour d'aujourd'hui? C'est pour ça qu'on a intitulé ce chapitre « Sommes-nous en train de revivre 2008 ?» Vous dites on en est là? Je pense que la perception des marchés porte sur un risque de crise systémique. C'est pour ça que, là encore aujourd'hui, on constate qu'il y a la même déconnexion. Si vous regardez factuellement les chiffres qui nous arrivent, par exemple sur la zone euro, les chiffres macroéconomiques sont bien orientés. Ils sont toujours en progression. Ils ne sont pas très forts, mais ils sont toujours positifs et orientés dans le bon sens. Et pour autant, vous avez vu que depuis le début de l'année, chaque séance est une séance difficile, à part celle d'aujourd'hui. Malgré tout, ce sont souvent les marchés qui ont raison. On l'a vu en 2008, ils ont bien anticipé, puisqu'en effet, l'économie, alors il y a une dimension autoréalisatrice, mais après, c'est bien arrêté quand même. Oui, effectivement, c'est pour ça que c'est important de s'arrêter, prendre un petit peu de recul sur ce que nous disent les marchés. Est-ce que les marchés ont encore une fois raison de s'inquiéter comme ça, ou au contraire, c'est pour nous une source d'opportunité? On va revenir sur les causes d'inquiétude. Elles sont trois. On commence peut-être par la Chine avec ses chiffres. Il y a eu encore des chiffres en matière de... des chiffres qui ralentissent ce matin encore. Alors, ce matin, ils ont sorti le chiffre de croissance économique qui est ressorti à 6,9, qui est à peu près au niveau des anticipations qu'on avait. Comme par hasard, ça tombe pile poil sur l'anticipation systématiquement. Ils sont très forts pour ça. C'est un des sujets d'ailleurs de l'inquiétude qu'on peut avoir sur la Chine. Quelle confiance peut-on accorder aux statistiques chinoises? Ils sortent les chiffres très rapidement, ils ne sont jamais révisés, alors qu'on le voit aux États-Unis par exemple, ils sortent rapidement mais ils sont révisés à plusieurs reprises et des fois on voit que les révisions des statistiques sont assez fortes. En Chine, ça n'arrive jamais. Votre sentiment donc sur cette inquiétude chinoise, elle est préoccupante? Alors c'est un sujet qui est effectivement important, ça c'est clair, c'est pas la Grèce, la Chine. La Chine, à force d'avoir des 10% de croissance pendant 25 ans, ils sont devenus la deuxième puissance économique mondiale. Donc le sujet est important. Donc c'est normal que les marchés s'interrogent sur le ralentissement chinois. À mon sens, là, ils surréagissent, contrairement à 2008 où ils avaient eu raison de s'inquiéter de la crise systémique. Ils surréagissent parce que
Ils accordent beaucoup d'importance en fait à ce qui se passe notamment sur le secteur industriel. On a des mauvais chiffres sur le secteur industriel et c'est vrai que là, l'inquiétude à mon avis, elle est majeure parce qu'il y a des surcapacités et il y a eu un problème de compétitivité en Chine. Ils ont revalorisé les salaires pendant beaucoup d'années et la Chine n'est plus compétitive. C'est qu'il faut compétitive. regarder les services. Exactement en fait. Le chiffre qui est ressorti ce matin, un des paramètres les plus importants, c'est que le secteur des services est le plus important maintenant à dépasser le secteur industriel. C'est plus de 50% du PIB chinois en fait. Le secteur des services est lui très vigoureux. Et donc, ce à quoi on assiste, c'est un changement de business model de la Chine. On avait une Chine manufacturière très tournée vers l'industrie. On arrive à une Chine plus consommatrice, qui ne produit pas pour exporter, mais pour consommer, ou qui importe peut-être un peu, et tournée vers les services. Exactement, c'est cette C'est transition-là. ce virage qui est douloureux. Ce virage est douloureux et c'est normal qu'on s'en inquiète, mais c'est ce qui était prévu en fait par les autorités chinoises. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas continuer sur le modèle économique basé uniquement sur les exportations. Il fallait que la consommation interne prenne le relais. Et c'est ce qui est en train de se produire. Les bonnes nouvelles pour moi, c'est que la consommation interne est vigoureuse et les services se tiennent très bien. Et ils ont des très bonnes sociétés qu'on connaît, qui se développent et qui concurrencent des grandes boîtes américaines aujourd'hui. Bon, autre facteur d'inquiétude pour les marchés, le pétrole. Oui. On pourrait se dire que la baisse du prix du pétrole est une bonne chose, puisque ça redonne des marges à certaines industries, comme la chimie, ça redonne du pouvoir aux consommateurs. Mais non, patatras, ça entraîne quand même d'autres difficultés. Effectivement, ça c'est un phénomène qu'on avait observé déjà tout au long de l'année 2015. C'était un phénomène d'inquiétude, je vous rappelle, sur l'année 2015. Dans une des présentes émissions, d'ailleurs, on avait montré un graphe qui montrait la corrélation, vous vous souvenez, entre les prix du pétrole et l'évolution du CAC 40. Lorsqu'il y avait une forte correction des prix du pétrole, le CAC 40, lui aussi, corrigeait à la baisse. Un CAC très pétrolifère, en tout cas très connoté avec du pétrole, notamment avec très Total. Sensible, ouais. Il y a Total, mais bon, Total, c'est pas la seule entité du CAC 40. Donc c'est étonnant qu'il y ait une telle corrélation. L'inquiétude en fait des pour marchés. Un pays qui n'a pas de pétrole. On ne fait qu'importer du pétrole en fait pour la France. Donc c'est ultra bénéfique un pétrole à $30 ou moins. En fait, sur le plan macroéconomique. Est-ce qu'il faut s'inquiéter donc de cette baisse du prix du baril et est-ce que, on nous annonce une baisse durable aussi sur ce prix, même si c'est difficile parfois de prédire les choses. Alors, il y a des vents contraires en fait. Il y a d'une part l'aspect négatif, c'est que tout le secteur pétrolier, les Total et les concurrents de Total, arrêtent d'investir. Et c'était quand même des gros contributeurs en termes d'investissement dans le monde entier, dans les pays développés. Donc cet investissement disparaît complètement et donc c'est un moteur de la croissance qui s'éteint complètement. Probablement aussi des destructions d'emplois. Ils sont obligés, mais les parapétroliers, enfin tout le secteur qui travaillent autour du pétrole sont obligés en fait de se restructurer, de licencier. Donc c'est des destructions d'emplois. Ça, c'est le côté négatif. Côté positif, vous l'avez dit, en fait, c'est un pouvoir d'achat, c'est un cadeau de Noël qu'on a depuis maintenant 18 mois, qui se prolonge, qui s'accentue. Et on le voit, que ce soit en Europe, en France, quand on fait son plein. À la pompe. Sur le plan macroéconomique, on constate que c'est un vrai soutien à la consommation interne. La consommation, dans nos pays développés, c'est 60% du PIB. Donc, globalement, pour nous qui sommes importateurs nets de pétrole, nous, France et zone euro, c'est globalement favorable en fait cette baisse du pétrole. Et alors autre signal qui peut inquiéter les investisseurs, c'est celui de la hausse des taux aux États-Unis. Alors là aussi c'est toujours pareil, il y a une ambivalence dans la lecture. C'est vrai que c'est bon signe que la Fed ait entamé cette hausse, ça veut dire que le sous-jacent, l'économie américaine va mieux malgré tout. Monnaie plus chère, argent plus cher, donc avec des réévaluations de prix. Les marchés n'aiment jamais en fait les phases de hausse des taux. Les marchés actions, personne n'aime. On préfère emprunter pas cher. On préfère emprunter pas cher. Ce qui se passe, c'est que la Fed a tardé en fait à remonter ses taux. Et il y en a qui se posent même la question sur à quel niveau du cycle économique on est aux États-Unis. Est-ce qu'on n'est pas déjà en fin de cycle économique? Ça fait quand même quelques années qu'ils sont en croissance. Donc ils seraient en train de relever les taux à un moment donné où la croissance a besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Ils sont un peu en décalage. C'est ça en fait, qui inquiète un peu les marchés. Je pense que là encore, les marchés suragissent parce qu'on n'a jamais vu la Fed en fait agir de manière orthodoxe en fait. Depuis 15-20 ans, ils font partie des colombes. La Fed est là pour soutenir l'économie, c'est dans leur mandat, soutenir la croissance.
Les risques inflationnistes aujourd'hui paraissent très très faibles aux États-Unis, compte tenu de toutes les pressions déflationnistes qu'il y a dans le monde entier. Je pense qu'ils en sont quand même très très loin, malgré un chômage à 5%. Donc ce risque-là est faible. La Fed continuera en fait à aider la croissance économique et certainement qu'ils vont tarder à relever les taux de manière supplémentaire et probablement que s'il le fallait, ils seraient même prêts à faire un QE supplémentaire ou à utiliser d'autres armes non conventionnelles. Ils sont pragmatiques. Ils sont très pragmatiques en fait. Alors, quand on liste les problèmes, Chine, pétrole, Fed, est-ce que pour autant on a envie d'aller en bourse à l'heure actuelle? Je pense que les marchés en fait ont suragi par rapport à ces problèmes-là. Pourquoi ? Par rapport à la zone euro, qui aujourd'hui pour nous, en fait, la zone où il y a le plus de visibilité sur le plan économique et au niveau des entreprises, parce que c'est quand même dans les entreprises qu'on investit. Les résultats des entreprises reflètent la situation globale, la situation macroéconomique. Les résultats des entreprises est en augmentation en 2015 par rapport à 2014. Ils sont attendus encore en augmentation en 2016 par rapport à 2015. Ça va être un vrai test, les trimestriels. Ce sera très intéressant d'avoir les résultats de l'année passée et également la lecture, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur leurs anticipations pour l'année 2016. On pense qu'à ce niveau-là, le CAC 40 est en retard parce qu'au niveau où il est aujourd'hui, il a annulé complètement la hausse de 2015. 2014, je rappelle qu'il avait fait moins 0,5. Donc on est au niveau du 31 décembre 2013 en fait aujourd'hui. Il a 2 ans de retard. Avec des entreprises plus musclées qui dégagent plus de profits. Exactement. Et donc il y a une aberration. Alors soit vous croyez en fait, comme les marchés, qu'on va dans le mur et qu'il y a une crise systémique. Ce n'est pas notre cas. On pense que la zone euro en fait est plus solide que ça. Il y a la BCE qui est en place, il y a le pétrole qui est pas cher, il y a l'euro qui est pas cher, il y a les taux qui sont bas. On pense que la BCE en fait va continuer à aider. Donc la zone euro va s'améliorer. Donc c'est intéressant d'aller sur les actions européennes aujourd'hui. Donc soit c'est la fin du monde, soit si c'est pas le cas, c'est intéressant à ce prix. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de volatilité en fait, parce que soit vous créez la fin du monde et les actions elles valent pas loin de zéro. Soit c'est nous qui avons raison et les actions, elles devraient valoir, le CAC devrait être plutôt autour de 5000, 5003 au niveau le plus haut atteint au cours de 2015. Donc vous voyez la dichotomie en fait entre les deux scénarios, ce qui fait une forte volatilité sur les marchés. Donc si on accepte cette volatilité, pour nous c'est un bon point d'entrée. Voilà, bon, merci pour ces explications très claires Jonathan, comme d'habitude. On se retrouve dans un mois ? Ça marche. À bientôt. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, quel levier en 2016 pour améliorer le rendement de son épargne ? Il y a 700, c'est vous qui me l'avez appris, 750 milliards d'euros qui dorment sous les matelas des Français. Oui, en fait, ils dorment sur leur compte en banque, sur le compte courant. C'est une image, mais ça revient au même, en fait, ils rapportent rien. Ils rapportent rien, il y a un coût d'opportunité énorme, en fait, ne serait-ce que pour l'économie française. En réalité, ça tient à quoi ? Pourquoi les Français continuent à avoir de l'argent qui dort comme ça sur le compte courant ? En fait, c'est lié à 2 phénomènes. Un, on pense toujours qu'on n'a pas le temps. On pense toujours qu'on va devoir faire appel à ces économies à court terme. En réalité, les chiffres montrent qu'en moyenne, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Les Français puissent peu dans cette épargne-là. Deuxième, juste si on s'arrête sur ce chiffre, 750 milliards d'euros en l'occurrence, quel est l'enjeu ? Pourquoi est-ce que le mettre au travail, finalement, permettrait aussi de redynamiser l'économie ? Alors, parce qu'aujourd'hui, on sait que les entreprises françaises, notamment européennes, manquent de fonds propres, ont besoin de financement. L'épargne des Français est essentiellement aujourd'hui sur les fonds en euros qui eux-mêmes sont investis en obligations d'État. Or, aujourd'hui, ce dont a besoin l'économie, c'est plutôt de financement. Donc, si on fléchait cette épargne-là sur les fonds propres des entreprises, ça permettrait effectivement d'améliorer le financement des entreprises et de l'économie de façon générale. Au-delà du fait que ça permettrait également aux Français de mieux vivre, d'avoir plus de revenus grâce à leur épargne qui dort sur des comptes courants. Donc, première inquiétude des Français qui explique finalement cette thésaurisation, c'est la peur de devoir en disposer assez rapidement. Exactement. Et en fait, il y a ce phénomène-là, donc de la durée. Il y a un autre phénomène qu'on a un peu mieux géré ces dernières années, ces derniers temps. C'est le fait que les Français sont prêts à prendre maintenant plus de risques. Et on l'a vu en 2015, la collecte, notamment sur l'assurance vie, qui est un indicateur sur la partie, donc la collecte assurance vie sur la partie risquée. Unité de compte. Les unités de compte s'est améliorée nettement. Alors même si il y a une décollecte sur le livret A. Il y a une décollecte sur le livret A, mais finalement la décollecte sur le livret A, on se demandait ce qu'il en était. Est-ce que ça allait sur le plan d'épargne logement ?
Oui, en partie sur l'assurance vie, mais en fait, lorsqu'on revient au chiffre des 750 milliards, certainement qu'une partie de la décollecte du livret A s'est retrouvée sur les comptes courants à dormir. L'autre élément aussi que je voulais évoquer, pourquoi en fait les Français ont du mal à mobiliser leur épargne d'une certaine manière, c'est parce qu'en fait ils considèrent que le jeu ne veut pas leur chandelle aujourd'hui. Les rendements proposés par les produits d'épargne... Oui, si c'est pour aller chercher du 0,05%, oui, alors que ça ne vaut pas le timbre qu'on met sur l'enveloppe. Oui, sans compter le fait qu'aujourd'hui, les rendements relatifs de l'épargne par rapport au niveau d'inflation qui est à zéro n'a jamais été aussi attractif. Donc, un problème finalement temporel, de durée, un problème de rendement. Le problème de sécurité aussi, est-ce qu'il est toujours, vous avez dit qu'on était prêt à prendre plus de risques, est-ce que malgré tout, on est encore loin de l'amour avec les placements risqués? Un autre levier effectivement qui permettra aux Français d'augmenter le rendement de leur épargne, c'est de mettre de côté une certaine crainte qui est toujours un peu liée à ce problème de sécurité qu'on évoquait ou de disponibilité. C'est la liquidité. Lorsqu'on interroge les consommateurs épargnants qui se tournent vers les produits d'épargne, la première inquiétude qu'ils ont, le premier objectif en tout cas qu'ils ont, c'est de sécuriser leur capital. On peut le comprendre, c'est souvent le fruit d'années de travail, c'est tout à fait compréhensible. Par contre, le deuxième objectif n'est pas le rendement, c'est plutôt la liquidité. Là aussi, la liquidité, ça veut dire pouvoir puiser rapidement dans son épargne en cas de difficulté, de coup dur. En réalité, là aussi, la plupart des produits d'épargne, comme l'assurance vie aujourd'hui, sont liquides. On a la possibilité, par définition, d'aller chercher, récupérer son épargne au moment où on le souhaite. La diversification, c'est aussi un enjeu. Alors, la diversification, c'est un élément qui permettra aussi en 2016 d'augmenter le rendement. En fait, mettons de côté les unités de compte connectées au marché boursier, au marché financier. Un des éléments qui permettra, comme on le dit depuis un certain temps, ce n'est pas une nouveauté qu'on annonce ici, mais il est important de revenir sur ces éléments-là. On y croit fortement. Pour augmenter les rendements de l'épargne en 2016, il faudra investir sur l'immobilier d'entreprise. On en reparlera d'ailleurs dans la prochaine partie de l'émission. C'est d'investir aussi sur l'immobilier de santé, qui est aussi un vecteur sur lequel on communique de façon importante depuis quelques années. Il y a même des sociétés civiles de placement immobilier qui sont spécialisées dans l'immobilier de santé. On croit beaucoup à ce phénomène, à ce secteur dans l'économie. Donc on est très confiant sur ce type d'investissement. Donc l'immobilier d'entreprise, l'immobilier de santé sont deux solutions qui permettent de diversifier son épargne et d'obtenir plus de rendement en 2016. Autre levier qui demeure, France oblige, la fiscalité, ça reste quand même aussi au cœur, même si ça ne doit pas être ce qui guide l'investissement, mais au cœur des options possibles. Voilà, il y a deux enveloppes en France qui sont extrêmement attractives, qui sont bien connues, mais il nous semble être important de pouvoir les utiliser à leur maximum. La première enveloppe, c'est le PEA, le PEA PME. Souvent, lorsqu'on évoque PEA, les gens prennent peur parce qu'en fait, notamment dans le contexte actuel de marché, je vais perdre mes économies en bourse. Ils ont l'habitude, ils ont en tête une logique d'achat de titres en bourse, d'actions en bourse en direct, sans être nécessairement dans le cadre d'un mandat ou d'être accompagné par un gérant professionnel. Donc, ça évoque souvent une forme de crainte. Mais en réalité, dans ces enveloppes fiscales-là, on peut loger tout à fait des fonds qui sont gérés par des professionnels avec des objectifs et des convictions bien établis. Après, l'assurance vie est quand même une enveloppe fiscale que l'ensemble des pays européens nous envient, qui est extrêmement attractive, notamment quand on a en tête le fait que la fiscalité est optimisée au bout de 8 ans, alors que là aussi, c'est pour reboucler avec la première question, les Français détiennent en moyenne un contrat d'assurance vie pendant une durée de 12 ans. Donc on dépasse largement la durée optimum et minimum pour obtenir la fiscalité la plus attractive. Et dernier levier possible, le crédit. Et on va récapituler tous ces leviers en un seul graphique. Le crédit, effectivement, on l'a beaucoup évoqué en 2015 dans cette émission-là. On continue à évoquer cet aspect-là, notamment pour les jeunes ménages qui viennent sur l'épargne. Il y a aujourd'hui une fenêtre qui n'existait plus depuis un certain temps. Jusqu'à il y a quelques temps, notamment en Ile-de-France, les ménages en dessous de 40 ans pouvaient difficilement épargner parce qu'ils devaient se consacrer essentiellement à leur résidence principale. Aujourd'hui, avec des taux de crédit extrêmement bas, autour de 3%, et des produits d'épargne, notamment tournés vers l'immobilier entreprise qui peuvent rapporter 5% en brut,
on peut se construire un patrimoine commençant assez jeune et avoir donc cet effet de levier qui permet d'augmenter à terme un patrimoine qu'on aurait eu beaucoup plus de mal à constituer autrement que dans le contexte actuel il y a quelques années. Bon, si on résume, on peut agir sur différents leviers, le risque, vous le voyez à l'écran, la durée de placement, la diversification, la fiscalité et le crédit, avec bien sûr toutes les explications que vous nous avez données. Merci Vincent avec pour plaisir. tout ça. Et puis on se retrouve dans un mois. Oui, parfait. À bientôt. À bientôt. Alors, c'est l'heure de donner la parole à notre invité exceptionnel, en l'occurrence Bernard Lebras. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du directoire de Suravenir et vous pilotez entre autres le fonds Euro Sécurité Pierre Euro qui vient de donner il y a quelques jours son rendement pour l'année 2015. Je vous laisse nous le dévoiler. Alors le rendement net client est de 4%. 4%. Quand on entend ça, Jonathan, je parle sous votre contrôle, vous êtes un spécialiste, on se dit... c'est quand même beaucoup par les temps qui courent. Quand on évoquait les placements non risqués qui délivrent sans doute des rendements plus faibles. Comment est-ce qu'on obtient ces 4%? Alors c'est vrai que ce taux est aujourd'hui le meilleur du marché. Il a baissé seulement de 5 centimes par rapport à l'année dernière. On était à 4,05. C'est vrai que l'écart se creuse par rapport au fonds euro classique. Comment est-ce qu'on obtient ce taux? Tout simplement parce que ce fonds est investi très majoritairement, à hauteur de 84% aujourd'hui, en immobilier. Immobilier d'entreprise, immobilier de bureau, immobilier de commerce et immobilier de santé. Et c'est ce sous-jacent qui donne ce rendement. Et sans effet de dopage. On sait que la Banque de France lutte contre des rendements artificiels qui mettraient en danger ou qui seraient finalement trompeurs pour l'épargnant. Vous nous dites non, ce n'est pas un fonds dopé, c'est un fonds structurel qui est dans cet étiage. Alors c'est effectivement tout sauf du dopage. D'abord ce fonds il existe depuis 2012. Il fait aujourd'hui un peu plus d'1,2 milliard d'encours. Non seulement il n'est pas dopé, mais en donnant ses taux clients successivement au cours de ces 4 années, nous avons chaque année mis en réserve, doté ce que les assureurs appellent la PPB, et nous avons aujourd'hui plus de 100 points de base de réserve. Donc, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les points de base, ça représente quoi 100 points de base? 100 points de base c'est 1% de rendement. Donc 1% vous de avez... rendement par rapport à l'encours du fonds. Mais en termes de cash, c'est une grosse somme sur 1 milliard... 1,2 milliard. Ça fait près d'une dizaine de millions d'euros. Oui. Et donc ça, en fait, c'est des réserves qu'on met dans le grenier. Qui appartiennent aux assurés. Qui appartiennent aux assurés et qui vous permettra, si jamais il y avait un coup dur, d'ajuster éventuellement. Tout à fait. Si jamais à un moment ou à un autre, on avait une baisse de rendement sur le sous-jacent immobilier, ça permet de compenser cette baisse. Tout à fait. Alors, voilà donc pour les chiffres, la présentation. On va revenir maintenant sur le sous-jacent. Si on ouvre le capot, si on soulève, on regarde ce qu'il y a dans le moteur. Sur cet immobilier, donc vous l'avez rappelé, principalement d'entreprise, où le trouve-t-on? C'est quel type de bien et dans quel type de région? Alors, on est essentiellement investi, très majoritairement en tout cas, sur Paris et région parisienne. Typiquement dans l'immobilier de bureau, ce que l'on recherche et ce que l'on a acheté dans ce fonds, ce sont des immeubles récents ou neufs, donc des immeubles qui sont parfaitement aux normes les plus récentes, c'est-à-dire aussi peu consommateurs en énergie, pas cher en charge, donc peu coûteux pour les locataires, des immeubles occupés avec des locataires de qualité, donc des grandes entreprises, et des baux longs, 6 à 9 ans. Ça veut dire qu'on a sur ce fonds une très grande visibilité sur ce que va nous rapporter le sous-jacent immobilier. Il y a un match parfois entre les fonds euro et les SCPI. Jonathan, je vous laisse nous présenter les enjeux de ce bras de fer. Oui, en fait, la question qui vient, c'est est-ce qu'il vaut mieux investir dans le sous-jacent immobilier via des SCPI ou via les fonds euro immobiliers tels que Sécurité Pierre Euro? Parce que le sous-jacent, finalement, est le même. Le même, quitte à mettre la SCPI dans une assurance vie. Quitte à mettre les SCPI dans une assurance vie pour bénéficier de la même fiscalité que si vous étiez dans le fonds Sécurité Pierre Euro. Bernard Lebras, comment est-ce que vous répondez à cette question?
Aujourd'hui, effectivement, les rendements obtenus sont assez comparables. La principale différence, elle tient aux caractéristiques du fonds euro, puisque je rappelle que ce fonds Sécurité Pierre Euro est un fonds euro classique, c'est-à-dire qu'il offre les 3 caractéristiques principales d'un fonds euro: la garantie en capital à tout moment, la liquidité à tout moment sans aucune contrainte, et ce que l'on appelle l'effet cliquet, c'est-à-dire que les 4% attribués cette année sont définitivement acquis. Donc, et c'est cette liquidité peut-être dans l'immobilier qui est un des atouts majeurs, qui est garanti donc par l'assureur. Par rapport à l'achat en direct de SCPI, c'est effectivement un avantage. Oui, effectivement, ça permet de bénéficier de l'immobilier, donc des rendements de l'immobilier, sans avoir les inconvénients de l'immobilier. L'immobilier, c'est normalement un investissement à long terme. C'est un investissement, si vous l'avez en direct, vous devez revendre. On sait que ça peut prendre des mois et des mois. S'il y avait une crise immobilière, ça prendrait même peut-être plus qu'un an, 2 ans. Là, ça permet de bénéficier en fait de ce rendement-là sans ces inconvénients. Comment est-ce que vous allez continuer à délivrer ce rendement? C'est quoi la stratégie de sécurité Pierre Euro en 2016? Alors, c'est de continuer à être extrêmement sélectif dans les acquisitions immobilières que nous faisons. Alors, c'est vrai que par rapport à il y a 2 ans, les taux de rendement sur des immeubles que l'on achète aujourd'hui, encore une fois, avec les caractéristiques que je décrivais tout à l'heure, ont un peu baissé. Donc, on est de plus en plus sélectif dans les opérations et on se tourne notamment vers l'immobilier de santé, qui nous paraît un secteur intéressant. La santé, ça recoupe quoi en fait, l'immobilier de santé? Alors l'immobilier de santé, c'est très large, ça couvre en fait tout le cycle de vie, on va dire, depuis les crèches, les cliniques, les maisons de retraite, les EHPAD. Et pourquoi c'est un secteur qui vous semble pertinent ou intéressant? Parce que c'est un secteur dans lequel on a des taux de remplissage qui sont très élevés, qui sont en général à 100%. Il n'y a pas assez d'offres peut-être, ou beaucoup de demandes? Il n'y a pas suffisamment d'offres. On le sait bien, en maison de retraite par exemple, on a partout des listes d'attente. Donc là encore, en étant très sélectif. En crèche aussi. Voilà, en crèche aussi. Donc en étant très sélectif, comme toujours, sur les emplacements, sur les exploitants, puisque c'est une composante importante, on pense que ce secteur a de l'avenir. Plus globalement, quel est votre point de vue sur le marché de l'immobilier en ce moment? Écoutez, je pense qu'on est dans une situation qui reste équilibrée. On n'est pas du tout dans une situation comparable à la crise immobilière dont on parle de temps en temps, que l'on a pu connaître au milieu des années 90. On est aujourd'hui dans une offre des différents types de biens immobiliers qui paraît équilibré par rapport à la demande. Il faut être attentif dans le domaine du commerce, puisque c'est un secteur qui évolue, avec notamment le commerce en ligne, bien évidemment. Mais on considère qu'il y a encore, honnêtement, des opportunités et on est très serein sur l'évolution des valorisations. Et pour vos clients, quel serait le scénario le plus sombre, le risque le plus grand, le worst case scénario, comme on dit en anglais? Sur l'immobilier, vous avez deux scénarios défavorables qui peuvent intervenir. C'est soit effectivement l'immeuble est vide, vous n'avez plus de locataires et donc vous n'avez plus de rendement. Soit la valeur de l'immeuble baisse parce que crise immobilière, plus comme ça a été le cas dans les années 90. C'est ce qu'on a connu dans les années 90, mais encore une fois, à l'intérieur d'un fonds comme celui-ci et de l'environnement fiscal, réglementaire et comptable de l'assurance vie, les réserves constituées, notamment, permettent d'amortir des événements de ce type. Bon, Jonathan, c'est pas un mystère, vous aimez bien l'immobilier d'entreprise, c'est bien prévoir. Oui, on le répète. Encore une illustration, finalement. Depuis des mois et des mois. Si on compare en fait un fonds euro immobilier avec un fonds euro classique, qui investit, lui, dans des obligations, la plupart du temps dans des obligations d'État, on sait que ces fonds euro classiques, en moyenne en 2015, ils vont délivrer probablement quelque chose comme 2,25, 2,30. Vous voyez l'écart entre le fonds Sécurité Pierre Euro et la moyenne du marché, 2,30, 4%. L'écart est très important. Pour un risque équivalent. Le risque est le même parce qu'il y a une garantie en capital, ici de l'assureur, sur avenir. Je vous annonce tout de suite, l'écart va s'accroître encore l'année prochaine et l'année d'après. Aujourd'hui, ils investissent dans des obligations d'État. L'OAT est à 0,80. L'OAT à 10 ans. S'ils vont sur l'Italie, l'Espagne, ils vont avoir un taux un peu supérieur à ça. Mais malgré tout, même en allant sur l'Italie et l'Espagne, ils vont quand même diluer le taux de leur stock en fait. Donc ça va continuer, cette baisse qu'on a vue en 2015 va continuer les années suivantes. C'est pour ça qu'on préfère aller sur des fonds euro immobiliers. Et qui, on l'a vu, vont défendre leur rendement au maximum. Merci à tous les deux pour ces explications et puis bon vent à ce fonds donc euro
qui s'appelle Sécurité Pierrot chez Suravenir et dont vous pilotez le destin, Bernard Lebras. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous promettais en introduction à l'émission riche, elle l'est en effet, puisque pour le même prix, vous avez droit à 2 invités exceptionnels. En l'occurrence, on a le plaisir de retrouver Shagir Manji. Bonjour Shagir. Bonjour. Alors, on vous connaît Shagir, hein. Vous êtes gérant chez As Gestion et vous pilotez le fonds Minéral Patrimoine pour le compte de Bien Prévoir. On va revenir un peu sur les performances et les chiffres du fonds Minéral Patrimoine. Oui, tout à fait. Alors l'année 2015 était une année très compliquée. Nous avons fini légèrement en dessous de 1% de performance sur l'année 2015. Et puis, comme vous le savez, l'année 2016 a commencé d'une façon extrêmement volatile. Alors, justement, sur cette année qui commence de façon difficile, quelle est votre lecture? Ça a commencé à tanguer au début décembre, en fait. Et c'est sans doute ce qui a mangé, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez plutôt en performance positive, mais sur la fin de l'année, c'est ce qui a mangé cette avance. Oui, alors tout à fait, on n'a pas eu le rallye de fin d'année tant attendu. Les événements se sont enclenchés, je dirais, le jour de la déception de la décision de la BCE, le 4 décembre. Le même jour, on a eu une réunion de l'OPEP également, où l'Arabie Saoudite a décidé de continuer à produire le même nombre de barils et finalement de maintenir ses productions. Donc l'événement, c'est vraiment le 4 décembre où les marchés ont commencé effectivement à baisser et depuis le début de l'année, c'est la continuité de cet événement-là. Si on s'arrête sur l'OPEP, quelle est votre lecture des enjeux? Alors, il me semble que l'environnement économique ne justifie absolument pas les fortes baisses que nous avons sur les marchés aujourd'hui. Quand on regarde aux États-Unis, dans la zone euro et même en Chine, avec la publication de ce matin, on n'a pas à s'alarmer de la croissance mondiale. En revanche, il est clair que les marchés font un lien avec un risque systémique, certainement lié au risque systémique lié à l'ensemble des financements concernant le secteur pétrolier et parapétrolier. Là, je pense évidemment surtout aux États-Unis, dans le domaine privé. Donc c'est ça le lien que font les marchés. Ils pensent qu'il y a un risque systémique sur l'ensemble des prêts avec des taux de défaut très élevés. Quand vous dites systémique, et donc ça rappelle en effet ce risque systémique sur les banques à l'époque des subprimes, la crise de 2007-2008, c'est du même acabit? Non, je pense que les marchés surestiment. On n'a pas vraiment d'estimation, on n'a pas ça serait vraiment quoi de l'effet chiffres. domino? Parce qu'une compagnie pétrolière fasse défaut, est-ce que ça a la même importance que quand c'est le cas d'une banque? Alors, le problème, c'est toujours le système bancaire. Donc, s'il y a effectivement des défauts importants sur ce secteur-là, le système bancaire serait affecté. C'est ça le lien. Et depuis, je pensais qu'on l'avait renforcé, ce système bancaire, et qu'il pouvait encaisser justement de nouvelles déflagrations. Alors, c'est vrai, mais en même temps, les systèmes bancaires ne sont pas toujours très transparents. On ne connaît jamais trop les leviers qu'il y a dans les prêts des banques. Donc, c'est vrai que ça amène une certaine opacité qui fait qu'on surestime le risque. Donc, le worst case scénario, c'est une ou plusieurs compagnies pétrolières font défaut, ça entraîne dans leur chute des banques et on se retrouve avec le même risque systémique. Voilà, tout à fait. Mais j'y crois pas, je pense que c'est surestimé par le marché. Et puis, on a toujours les banques centrales qui pourraient intervenir? Oui, tout à fait. Il y a d'abord les banques centrales, de toute façon, vont rester extrêmement accommodantes puisque la baisse du prix du pétrole amène une anticipation à la baisse des taux d'inflation. Donc il est clair que là aussi, c'est une question aujourd'hui sur les marchés. Est-ce que la Fed va véritablement remonter ses taux sur les prochains trimestres? Et votre sentiment? Alors moi, je pense que la Fed va reporter la remontée des taux. On le voit bien sur les taux courts américains depuis le début de l'année. On a une détente et non pas une tension. On a une détente sur les taux. Donc on voit bien qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Là aussi, donc ça amène un peu moins de lisibilité sur ce qui était prévu en début d'année. Bon, il reste le dossier chinois qui aussi semble catalyser pas mal de craintes. Quelle est votre position sur la Chine? Alors, pour ce qui est du dossier chinois, ça me paraît être un élément beaucoup plus fondamental. La raison, c'est que nous avons déjà parlé souvent de la surévaluation du yuan en termes de taux de change effectif, c'est-à-dire par rapport à ses partenaires commerciaux et non pas seulement par rapport au dollar. Ça, c'est un fait. Et donc, la Chine va être amenée de toute façon à déprécier sa monnaie. Elle est obligée de le faire compte tenu des sorties de capitaux très importantes dont elle doit faire face. Donc ça, c'est un élément plus structurel, plus fondamental.
Le problème, c'est que là, nous avons des événements qui sont sur des durées de plusieurs trimestres, voire des années, et les marchés n'aiment pas, c'est pas le temps trop des long marchés. terme. Oui. Voilà, exactement. Et on risque donc d'avoir cette taux ondulé qui pourrait se poursuivre. Et en même temps, à chaque fois, on est surpris. Le changement de modèle de la Chine était annoncé, le virage, on savait que ça allait secouer, les prévisions même étaient revues à la baisse. Et pourtant, la réaction est toujours très violente. Sur la Elle est bourse. violente parce que la monnaie chinoise aujourd'hui, vu l'importance de l'économie chinoise dans l'économie mondiale, si la monnaie chinoise devait dévaluer de 10 ou 20%, évidemment c'est un impact déflationniste très important pour le monde entier, tout au moins sur les secteurs industriels, et donc on comprend bien l'inquiétude des marchés. On n'a que des signaux déflationnistes si on regarde bien, que ce soit le pétrole dont les cours ont connu la chute qu'on a suivie, la Chine que vous mentionnez, la technologie, on pourrait rajouter cette dimension avec des prix qui ne cessent de décroître. Sur quel sol on va pouvoir s'appuyer? C'est ça en fait la question que vous posez en tant que gérant? Alors, il est clair que ces pressions déflationnistes ne vont pas s'atténuer. On a aussi ces problèmes de surcapacité aujourd'hui un peu partout dans le monde. On voit bien que, et puis surtout beaucoup de dettes aussi au niveau de l'ensemble du monde, que ce soit les pays développés et surtout les pays émergents. Donc la conséquence, c'est qu'il est clair que les politiques des banques centrales vont rester très accommodantes plus longtemps que ce qu'on pensait. Mais ce qui ne résout pas forcément non plus le problème de fond, parce que injecter de la monnaie, et on commence à le voir ici en Europe, ça ne résout pas tous les problèmes. Je suis d'accord, ça ne résout pas tous les problèmes, mais aujourd'hui, il faut savoir apprécier des sociétés dont la croissance du chiffre d'affaires est modérée. Quand vous avez des sociétés dont la croissance du chiffre d'affaires est de 3 ou 5%, dans un monde où l'inflation est quasiment nulle, voire d'une C'est une belle déflation, performance. c'est une très belle En taux réel, en performance. fait. Et surtout, quand la valorisation des sociétés, et c'est le cas aujourd'hui de la zone euro en termes de PER, est relativement modérée, en tout cas dans les moyennes historiques. Alors justement, une fois qu'on a fait on a décrit ce paysage pour le moins contrasté, comment est-ce que vous allez piloter ce fonds minéral patrimoine? Comment est-ce que vous allez essayer d'éviter les écueils? Et quelle est votre stratégie pour 2016? Alors, pour le moment, nous sommes investis aux alentours de 50% sur les actions, dominantes sur la zone euro, avec des thèmes dont on a souvent parlé. Ce sont les thèmes plutôt des small et des mid, parce que ça permet de jouer les valeurs domestiques. On voit bien que la zone euro, pour le moment en tout cas, elle résiste bien en termes macroéconomiques. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est vrai que dans le portefeuille, déjà depuis le début de l'année, nous avons peu d'obligations. Il est clair qu'il y a un risque toujours sur les obligations, même si à court terme ce risque est éloigné compte tenu de la forte baisse du prix du pétrole. Il y a quand même un risque sur les obligations, et là je parle plutôt du crédit en général, du high yield, en particulier le high yield US par exemple. Les hauts rendements. Voilà, les hauts Les rendements. obligations à haut rendement. Donc nous avons Donc sur essentiellement... les entreprises un peu plus risquées. Voilà, tout à fait. Donc nous avons essentiellement, je dirais, 50% d'exposition sur les actions, 10% sur les obligations, mais moitié high yield, moitié investment grade, plutôt de qualité et de duration courte. Donc pas d'État, pas de dette Non, souveraine. pas d'État. Et puis le reste, ce sont des stratégies de long short, ce sont des gestions alternatives qui cherchent à faire de la performance absolue. Et puis le reste, c'est du cash également. Quelles que soient donc, les conditions de marché, on peut dégager de la performance même si les marchés baissent. En tout cas, on limite les pertes. Et je pense qu'on est dans des zones quand même où il y a des opportunités, encore une fois, en termes de valorisation. Donc ça corrobore ce que nous disait Jonathan en première partie, la zone euro, quelque part dans ce monde un peu agité, c'est le moins qu'on puisse dire, reste un havre de paix, entre guillemets. Tout à fait. Alors d'un point de vue économique, c'est le cas. D'un point de vue politique, il faudra quand même être très attentif. Il y a la Grande-Bretagne, le Brexit, il y a les problèmes grecs qui vont arriver, il y a le problème espagnol qui est Pourquoi les sous-jacent. problèmes grecs vont revenir sur la table? C'est-à-dire qu'on va reparler du remboursement de la fameuse dette de 85 milliards qui a été octroyée. Donc il y a quand même Et des ça, c'est problèmes. pour quand le calendrier? Parce que le Brexit, ça va être avant l'été sans doute. Alors je sais que c'est en 2016, je ne sais pas exactement la date, mais c'est en 2016. Donc il faudra faire attention de nouveau à des problèmes plutôt politiques, économiques à court terme. Bon, d'où cette impression de flashback et de retour Oui, c'est vrai. vers le passé en l'occurrence. Merci beaucoup Shagir de nous avoir permis de profiter de vos lumières sur cette situation financière mondiale. On se retrouve dans un trimestre pour faire un nouveau point. Oui, tout à fait. Merci Thomas. Merci, à bientôt.